Bienvenue dans cette présentation de la série Découvrir Jung. Le but de cette série de vidéos que vous propose le groupe Jung est de vous guider sur le chemin de découverte de Jung et de la psychologie analytique en vous donnant sous une forme succincte de 40 à 50 minutes une introduction. C'est un format bref, un exposé de l'essentiel ouvrant sur différents développements avec des indications de lecture, de présentation et de conférences permettant d'approfondir le sujet. Je vais vous parler aujourd'hui des archétypes et vous exposer comment ils sont les organisateurs de la psyché. Je suis Brigitte Vienne, psychologue et psychanalyste jungienne, membre de l'Institut Jung de Zurich et de l'Association internationale de psychologie analytique. Je suis également actuellement la présidente du groupe d'études Jung. Qu'est-ce qu'un archétype? L'archétype est une des notions jungiennes les plus connues, et le mot est passé dans l'usage courant, même si cette notion fait aussi parfois polémique, en lien avec la notion d'inconscient collectif, et j'y reviendrai rapidement dans le reste de cette présentation. Jung s'est toujours interdit de faire une liste des archétypes, car selon sa compréhension psychologique, l'archétype est un potentiel psychique, la forme qu'il prend et que l'on retrouve dans toutes les roues archétypales que l'on peut trouver sur le net et ailleurs. Donc, la forme qu'il prend, l'image archétypale, est conditionnée par la culture dans laquelle il s'exprime. On peut reconnaître comme archétypaux, sens illimité, des personnages, des animaux, tels que le serpent, le lion, le dinosaure ou le dragon. Il y a aussi des objets qui peuvent incarner des archétypes, par exemple l'or, le château, l'anneau ou la forêt. Pourquoi parler de l'archétype dans cette toute première présentation de la série Découvrir Jung? Pour ceux qui s'intéressent à la psychologie analytique, c'est une notion centrale, et d'ailleurs souvent mal comprise. De façon générale, le mot est devenu assez courant dans différents contextes, le cinéma, la littérature, la psychologie et même dans la conversation courante. On peut voir les archétypes s'exprimer dans les mythes, les sagas littéraires anciennes et modernes et la littérature en général, le cinéma bien sûr, mais aussi les jeux vidéo par exemple. Notre intérêt dans cette présentation va être aussi de voir comment les archétypes influent sur la psyché de chacun et l'utilité de les reconnaître pour comprendre nos comportements. Les reconnaître peut aussi nous aider à identifier les leviers sur lesquels agissent la publicité ou les communicants dans leur storytelling, les histoires qu'ils nous racontent pour nous amener à certains comportements. C'est donc aussi une clé pour devenir des citoyens et des consommateurs plus avisés. Je vais vous montrer quelques images de personnages archétypaux permettant de mettre en perspective la répétition de ces thèmes au cinéma, mais aussi dans nos vies, dans les positions que nous assumons, consciemment ou non. Certains ouvrages d'inspiration jungienne, en particulier Le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, sont largement utilisés par les scénaristes pour concevoir les personnages, les stades de l'histoire et les situations à représenter. Toute histoire a bien sûr un héros, mais je veux parler là du héros aux qualités héroïques, celui aux capacités surhumaines, qui se décline dans toutes les cultures, d'Hercule à Superman, du roi Arthur à Siegfried, avec sa variante aventurier, Indiana Jones ou Harry Potter par exemple. C'est une position psychique courante chez les adolescents et les jeunes adultes, mais que certaines émotions et situations peuvent aussi activer à tous les âges de la vie, chez les hommes comme chez les femmes. Jung parle longuement du combat personnel qu'il a mené pour dépasser cette position, qui est une position qui a été représentée par le héros germanique Siegfried dans un de ses rêves qu'il raconte dans Ma vie. Il parle de ce combat pour dépasser la position de héros
très longuement dans son livre rouge. Une des variantes du héros est le guerrier, que l'on retrouve dans la littérature et l'imaginaire occidental sous la forme du chevalier, mais en Orient, le mandarin ou le moine guerrier finnois, le samouraï. On trouve aussi cette image en combinaison avec un archétype de rebelle, celui qui se bat pour sa liberté ou son identité, Spartacus, ou les héros de la guerre de Troie. Marlon Brando et James Dean ont souvent incarné des personnages de rebelles au cinéma. Il s'agit de celui qui veut changer le monde ou le bad boy qui reste un marginal. C'est une figure masculine souvent active chez les jeunes femmes comme tentation amoureuse, avec une capacité de fascination, et nous verrons dans la suite comment cela peut incarner une figure interne. La figure de la mère a chez chacun de nous une base personnelle, notre mère individuelle, mais elle s'appuie aussi sur un archétype, puisque chacun a une notion de la mère, même les orphelins élevés dans des orphelinats. L'archétype de la mère, bonne ou mauvaise, est un de ceux qui sont constellés chez chacun d'entre nous, et de nombreux ouvrages ont été écrits sur cette figure qui est à la fois interne et externe et qui est fondamentale pour chacun. On parle de l'archétype de la grande mère. Et ici, nous en voyons les aspects d'accueil et de compréhension dans les images de bonne mère, de madone, mais aussi de bonne fée. La grande mère a aussi ses aspects terribles, et on le voit avec les images de sorcières, de mères terribles, dévoratrices, qui sont illustrées dans beaucoup de contes de fées, mais aussi dans toutes les histoires que l'on retrouve. Il est intéressant de réfléchir au niveau individuel sur les projections qu'on peut faire de cette figure de mauvaise mère sur les femmes de son entourage. Une autre représentation de la femme, qui est souvent maléfique comme la sorcière, est celle de la femme fatale. Et nous reviendrons sur la fascination que peuvent avoir certains hommes pour ces personnages dont la beauté est ensorcelante et qui prennent une place particulière dans leur psyché. Le pendant des images de mère sont les images d'enfants. Et Jung a longuement parlé de l'enfant divin, celui que tous les parents rêvent d'avoir, celui qu'ils voient dans leur enfant nouveau-né, et qui est un archétype qui peut être très actif pendant très longtemps dans la vie de chacun. Mais il y a aussi l'enfant abandonné, dépendant des autres pour survivre. Et c'est une figure que l'on retrouve très souvent. Moïse, Romulus, Oedipe, Blanche-Neige ont tous été des enfants abandonnés, devant trouver leur propre chemin. Parmi les figures archétypiques masculines, la première est celle d'une figure paternelle positive, soit le sauveur, le bienfaiteur, le mentor, celui qui guide à travers les difficultés de la vie et qui va aider l'enfant en nous à grandir. Le vieux sage est également une figure masculine de guide, mais qui est plus mystérieuse et plus lointaine. Dans la cinématographie récente, Yoda, dans La Guerre des Étoiles, en est l'illustration la plus frappante. Mais on peut penser à des images moins impressionnantes, comme celle du grand Schtroumpf ou même du père Fouras. Dans la mythologie, on trouve aussi Nestor, le roi sage de la guerre de Troie, ou Tirésias, le devin. De leur côté, les mythologies africaines proposent
de nombreuses figures de vieux sages. Le magicien est une figure plus ambiguë, qui peut être un guide avec des pouvoirs surnaturels, mais qui est aussi capable de lancer des mauvais sorts, pendant de la sorcière que nous avons vue tout à l'heure. Joker ou Méphisto, les figures de méchants sont indispensables à toute intrigue. Elles existent dans toute la psyché et elles représentent les obstacles, ce qui aussi en nous empêche d'avancer, ce qu'on appelle l'ombre en partie. Et il est important aussi de réfléchir à la projection que chacun peut faire sur des tiers, qui sont ainsi vus unilatéralement comme méchants et nous évitent de regarder ce qu'il peut y avoir de méchant en nous. Le bouffon est également une figure ambiguë qui oblige à prendre du recul, à se poser des questions, se remettre en question. Mais ça peut aussi être une figure malveillante, voire violente. Jung a écrit un ouvrage sur ce sujet, celui du fripon divin, ou le trickster en anglais. Parmi les figures masculines typiques, on trouve bien sûr aussi le traître. Et l'image la plus iconique en est Judas dans la culture occidentale. On trouve aussi des figures de traîtres très nombreuses, chez Shakespeare par exemple, ou dans le théâtre classique, mais aussi dans les sagas. Il convient de réfléchir à cette alternative entre le traître et l'innocent, et comment les deux peuvent fonctionner ensemble, et qu'on peut se croire innocent pour éviter de regarder ces aspects de méchanceté ou de traîtrise. On trouve bien sûr des personnages qui combinent plusieurs valeurs archétypales. Le roi sage, par exemple, qui est à la fois un héros et un vieux sage. Pour conclure cette introduction, nous pouvons mentionner quelques situations archétypales qui forment la trame de nos vies et des illustrations littéraires et cinématographiques qui en sont données. Les contes de fées nous en donnent de multiples variations. Citons l'individuation, ou comment le jeune héros va devenir un homme accompli et responsable, c'est le thème de la plupart des contes de fées, mais aussi des sagas qui sont si populaires actuellement. Nous allons maintenant voir quelques autres situations archétypales, comme l'amour impossible, la recherche de la conjonction avec un autre et ses difficultés. Et les exemples sont multiples, Roméo et Juliette, Orphée et Eurydice, Héloïse et Abélard, et les difficultés amoureuses dans de nombreuses histoires et dans nos vies. La quête de l'absolu, dont la quête du Graal est l'exemple le plus connu, est également un thème très important dans nos vies. On peut penser aussi à Don Quichotte, dans un absolu qui est plus compliqué et plus discutable. Parmi les autres thèmes qu'on peut mentionner, également le retour aux origines, la mort et la renaissance. Enfin, une autre situation archétypale fréquemment illustrée et fréquente psychiquement est celle de la victime et du bourreau. Historiquement, Jung est arrivé à la notion d'archétype par son travail clinique, en observant les images récurrentes qui arrivaient dans les rêves et les fantasmes de ses patients. Dans son travail de jeune psychiatre à l'hôpital psychiatrique de Zurich, le Burg Hölsli, il a pu observer ces images sous une forme très proche des récits mythologiques. Dans l'histoire des idées, la notion est très proche des formes élémentaires, les idées de Platon, mais aussi de ce que Freud a appelé les fantasmes originaires, qui sont en nombre beaucoup plus réduit et cohérents avec l'étiologie sexuelle postulée par Freud. Alors que pour Jung, les archétypes sont une des manifestations
de la complexité de la psyché. Leur apparition dans la psyché individuelle, dans un rêve par exemple, revêt un caractère impressionnant pour l'individu, lumineux selon la terminologie de Jung, qui en fait une expérience quasi religieuse. Si l'on essaye de synthétiser ce qu'est un archétype, on peut dire que tout d'abord, les archétypes sont exprimés par des images et des symboles primordiaux trouvés dans l'inconscient collectif. Chaque archétype a un ensemble unique de significations, d'impulsions et de traits de caractère, par exemple les images archétypales du héros, de l'enfant ou de la mère. Ce sont des schémas de pensée et d'émotions qui nous fournissent un ensemble d'outils, de compétences, de capacités, leçons, opportunités et potentiels pour cette vie. Ils forment la base sur laquelle chaque individu construit sa propre expérience de vie en les colorant avec sa culture, sa personnalité et ses événements de vie uniques. C'est ce que Jung écrit dans l'essai de la symbolique de l'esprit, en simplifiant puisqu'il nous explique par ailleurs que les archétypes ne sont pas vraiment des images, ils peuvent se démontrer ou s'exprimer sous forme d'images, mais ce sont des capacités innées dont le contenu est a priori vide. Et l'archétype, effectivement, comme structure vide, puisqu'ils sont inconscients et ne peuvent pas être connus ou expérimentés en eux-mêmes, mais uniquement indirectement par leurs effets, leurs manifestations en images et en symboles, et en observant les comportements, les images, les histoires dans l'art, les mythes ou les rêves. L'archétype est un élément invisible, une disposition qui entre en action à un moment donné de l'évolution de l'esprit humain, en disposant les données de la conscience en des figures particulières. Quel que soit le moment où il apparaît, l'archétype revêt pour l'inconscient un caractère coercitif, et lorsque son effet devient conscient, il se caractérise par son aspect lumineux. Il n'est jamais le fruit d'un raisonnement conscient. La confrontation à l'archétype nous met dans un état émotionnel particulier, de respect plus ou moins craintif. Romain Rolland, le grand écrivain, parlait dans une correspondance avec Freud du sentiment océanique, le fait simple et direct de la sensation de l'éternel. Il ajoutait qu'il peut très bien n'être pas éternel, mais simplement sans borne perceptible et comme océanique. L'exemple le plus accessible à tous est le sentiment de sacré que l'on peut ressentir à observer un coucher de soleil particulièrement beau, par exemple. Il suffit aussi de voir l'enthousiasme qui peut saisir quelqu'un qui se voit comme un héros, ou l'émotion qui nous saisit quand nous rencontrons certaines images impressionnantes dans nos rêves. C'est le travail avec les psychotiques qui a permis à Jung de s'apercevoir que contempler l'archétype nu, comme les psychotiques peuvent l'expérimenter dans leur vision et leurs fantasmes, que cette contemplation est effrayante, et cela rejoint ce qu'on trouve dans les livres religieux sur la terreur et l'impossibilité de regarder Dieu en face. Et chacun d'entre nous rencontre plutôt l'archétype sous la forme de complexes, nos complexes personnels, et nous y reviendrons. Le fait que les structures archétypales se retrouvent indépendamment des cultures, même si elles se constellent en des images diverses, a fait postuler à Jung l'existence d'un inconscient collectif, universel, réservoir des instincts et des archétypes, et les archétypes sont une forme psychique de l'instinct, à l'interface entre physique et psychique, dans ce qu'il a appelé le psychoïde. La notion d'inconscient collectif a
été contestée. Et nous en parlerons plus en détail dans une présentation dédiée à ce thème. La question est en particulier de savoir si les images ont pu voyager et par là se retrouver dans de multiples cultures. Une autre question s'est posée quant à la question d'un inconscient collectif propre à l'une ou l'autre communauté. L'archétype a deux pôles et deux modes d'action sur la psyché. Il a un mode d'action positif, fertile, mais aussi un pôle négatif, destructeur. Ainsi, l'archétype du bourreau est le même que celui de la victime, et l'on voit dans la clinique que les sujets peuvent passer d'une position à l'autre. Et il est important de garder cette bipolarité en mémoire quand on recherche comment sortir d'une situation apparemment unilatérale. Si l'on réfléchit à l'Apocalypse, qui est un thème archétypique très constellé, présent dans la situation sociale actuelle, il est intéressant de se souvenir que l'Apocalypse est aussi l'arrivée d'un sauveur. C'est d'ailleurs la signification étymologique d'Apocalypse. Et c'est le retour du Christ en gloire dans les textes religieux de l'Apocalypse. En termes jungiens, on peut dire que c'est l'arrivée du règne du soi. Enfin, l'archétype a deux manifestations, une mentale, mais aussi une physique. C'est une potentialité inscrite dans le corps et l'instinct, ce qu'on appelle le psychoïde. Et il est fondamental de ne pas se laisser entraîner dans une fascination intellectualisante des archétypes. Jung nous dit ainsi que les forces agissantes d'un mouvement psychologique de masse sont de nature archétypique. Or, tout archétype procède de ce qu'il y a de plus haut et de plus bas, contient du bon et du mauvais. Par suite, il est susceptible d'exercer les effets les plus contradictoires. Et c'est pourquoi il est impossible de déterminer de prime abord s'il aura des conséquences positives ou négatives. Si un archétype n'est pas compris, assimilé, réalisé de façon consciente, on n'a pas la moindre assurance qu'il se manifestera, se concrétisera sous son aspect positif. Bien plus, le danger menace qu'il détermine au contraire une régression néfaste. Et Jung nous dit ça dans Aspect du drame contemporain, qui est écrit après-guerre comme une réflexion sur les événements dramatiques qui venaient de s'écouler. On s'est beaucoup demandé si l'archétype était inné ou acquis. Et Jung a lui-même répondu à cette question en explicitant que les archétypes sont, conformément à leur définition, des facteurs, des mobiles qui ordonnent, agencent des composantes psychiques en certaines figures, que l'on peut qualifier d'archétypales, c'est-à-dire d'une manière que l'on peut toujours reconnaître d'abord à l'effet qu'elle produit. Les archétypes sont antérieurs à la conscience et constituent probablement les dominantes structurelles de la psyché en général, comparables à des structures instinctuelles innées. De même que les manifestations de ce schéma biologique fondamental sont susceptibles de se modifier au cours de l'évolution, de même en va-t-il des manifestations archétypales. Mais considéré empiriquement, l'archétype ne s'est jamais formé à l'intérieur du rayon d'action de la vie organique en général. C'est seulement avec la vie psychique qu'il entre en lice. Nous avons vu, pour commencer cette présentation, des images illustrant certains aspects des archétypes. Il existe de très nombreuses classifications des archétypes, dont aucune n'a été faite par Jung. Ces roues archétypales, on en trouve beaucoup, peuvent avoir une utilité pour repérer les forces agissant en vous et la source de vos complexes. L'idée des archétypes est très largement utilisée par le cinéma, nous l'avons vu,
mais aussi par la publicité. Et cette roue est destinée à la communication des entreprises et à leur positionnement, leur permettant de faire appel à des structures universelles en l'individu pour mieux atteindre leur objectif dans le storytelling, les histoires qu'elles nous racontent. Ce premier schéma tente de vous situer graphiquement la place des archétypes entre la psyché collective et la psyché individuelle. Il vous montre l'archétype ancré dans la conduite instinctuelle à l'extérieur du moi, la partie de nous qui dit « je », et s'exprimant, au niveau collectif, dans les mythes et les contes de fées, tels qu'ils sont relayés aussi par la littérature et le cinéma, et il s'exprime au niveau individuel dans les rêves, mais aussi les visions, les inspirations, et nous y reviendrons par les conduites complexuelles qu'il nous inspire. Les actions archétypales sur le moi peuvent venir de structures plus ou moins profondes et conscientes culturellement. Les archétypes présents dans la conscience collective traduisent les normes, les habitudes, les préjugés et les opinions, et sont influencés par la propagande et la pression de l'opinion. On peut aussi penser à ce qui est de l'ordre des traditions familiales. D'autres archétypes viennent plus profondément de l'inconscient collectif, sans passer par le filtre mentionné de la conscience collective. Et nous avons vu quelques images archétypales de ce type. Ces archétypes, nous l'avons vu, ont une nature d'origine biologique, instinctuelle. C'est en quelque sorte le programme de fonctionnement de l'être humain. Et ils se manifestent par des images et des vécus qui peuvent être spirituels, de fascination par exemple, et j'ai parlé de la luminosité de l'archétype. Ce schéma vous montre comment s'articulent les différents archétypes de base qui sont au cœur des complexes structurant la psyché de chaque individu. Ce sont le moi, ce dont le sujet est conscient et qui dit « je », mais aussi l'ombre, les éléments de la personnalité qui ne sont pas conscients parce que refoulés ou non développés, tout ce qu'on n'a pas envie de connaître de soi-même. L'anima chez les hommes ou l'animus chez les femmes est l'élément qui permet la relation avec le monde intérieur. Il apparaît généralement, dans les rêves en particulier, comme étant du sexe opposé à la personne. La fascination masculine pour l'anima, traduisant une impossibilité de se confronter au monde intérieur, s'exprime souvent au cinéma avec les personnages de femmes fatales, et nous y avons fait allusion. De même, la fascination par l'animus chez la femme peut s'incarner, par exemple, dans les personnages de rebelles. La persona est l'interface avec le monde extérieur, notre masque social, qui nous protège et nous permet de nous inscrire dans une certaine logique relationnelle. Enfin, l'archétype maître, dont on peut dire qu'il contient tous les autres et qui est nommé le soi. Le soi est à la fois personnel et universel, et c'est lui qui ordonnance l'individuation. Au niveau individuel, les archétypes sont au cœur de ce qu'on appelle les complexes. Un complexe est un ensemble de représentations, d'émotions, de modes de comportement, ce qu'on appelle un ensemble idéo-affectif, et qui a une forte charge émotionnelle. Et c'est un constituant de toute psyché normale. Un être sans complexe serait un débile idéatif et affectif. Et nous avons vu quels étaient les complexes de base structurant toute psyché. Au-delà de cette structure de base, universelle, chacun, au fil de ses expériences, développe des complexes personnels qui structurent les relations à certaines émotions. Et cette réaction est autonome, c'est-à-dire sans que le moi puisse contrôler ces réactions. Et on observe
qu'au cœur de chaque complexe se trouve un archétype. On peut penser au complexe du sauveur, ou au contraire la conviction d'être toujours victime. Ils sont des complexes appuyés sur les archétypes correspondants. On observe aussi que le complexe de l'enfant divin ou au contraire de l'enfant abandonné vont structurer très différemment les réactions que l'on peut observer chez les individus concernés. De la même façon que les archétypes de base, on peut dire que les complexes maternels et paternels se retrouvent chez chacun de nous, avec une tonalité personnelle qui dépend de nos parents biologiques et des différentes figures parentales que nous avons croisées dans notre vie, mais qui dépend aussi des archétypes de la mère et du père. Comme toutes les structures humaines, les complexes, de constituants normaux et nécessaires qu'ils sont au départ, peuvent subir en qualité, en quantité, en intensité, toutes les malformations et déviations pathologiques possibles et imaginables. L'autonomisation complète des complexes peut aboutir à la schizophrénie, où les différents complexes ne peuvent communiquer entre eux. Et c'est d'ailleurs en observant les schizophrènes et en les analysant avec l'expérience des associations que Jung a développé la théorie des complexes. Nous avons vu que l'archétype est une dynamique énergétique, lumineuse, qui est innée, ne dépend pas de l'histoire de sujet, et est inconnaissable et toujours à l'œuvre tout au long de la vie. La dynamique a priori met en place les conditions d'une expérience type, fait aller vers cette expérience pour qu'elle puisse se représenter et être vécue. Il s'agit des expériences types de la nature humaine. Le soi est l'archétype majeur, organisateur du psychisme. Et les développements de la psychologie analytique ont permis de comprendre comment le soi primaire s'actualise dans l'individu. Il s'agit là en particulier des travaux de Michael Fordham. Vous trouverez les références pertinentes dans la bibliographie Médiagraphie qui complète cette présentation. La nature lumineuse de l'archétype, ce côté sacré, impressionnant, lui donne un pouvoir de fascination. Alors vous allez me dire, regarder un film avec un super-héros, ça ne va pas me fasciner. Mais ça va passionner certains jeunes qui sont susceptibles de s'identifier au héros. Ce n'est pas le cas si cet archétype, ce n'est le cas que si cet archétype est accessible à cette personne particulière, en fonction de sa personnalité et de son âge par exemple. Un jeune homme pourra être fasciné par une image de héros, ou de magicien, ou de sage, selon ses dispositions psychiques. Et l'on a vu des manipulations s'appuyer sur ces identifications possibles. Avoir un rêve où le rêveur se voit en super-héros ou confronté à un super-héros ou à un dragon aura cet effet lumineux et potentiellement fascinant. La possession par l'archétype ajoute un degré à la fascination. L'archétype est la seule chose qui va être importante pour celui qui est possédé. Et Jung explicite les ressorts de la possession dans Psychologie de l'inconscient. Il dit qu'il y a d'abord l'existence d'un archétype vers lequel converge la plus grosse part de l'énergie psychique qui a servi ainsi le moi à sa domination. Ensuite, le moi s'identifie à cet archétype qui est considéré comme donnant toutes les réponses et comblant tous les besoins. Ce qui fait qu'il y a une capacité qui est ainsi créée de se consacrer à une activité déterminée et unilatérale. Et l'accumulation d'énergie qui anime des monomanies de cette espèce constitue ce que les anciens appelaient un dieu. Et l'on peut penser aux différents dieux du panthéon grec où l'on voit assez facilement quel type d'émotion est représenté par chacun de ces divinités.
L'unilatéralité de la possession amène au martyre et au sacrifice. Et l'identification au Dieu, à l'hubris, qui est le mot grec pour dire l'absence de limite, la passion, et à la déshumanisation. La possession met en contact avec les énergies divines et conduit les possédés à l'acceptation du sacrifice et du martyre. Et on a pu observer que la mise en place d'une telle possession a pu être utilisée dans les méthodes de recrutement de certains groupes islamistes en particulier. James Hillman, analyste de la première génération, formé à Zurich, en lien avec Jung, a beaucoup influencé la pensée post-jungienne. Après une œuvre initiale contribuant de façon majeure à développer les idées de Jung, en particulier sur le concept d'anima, il a développé une vision théorique qui lui est propre, communément appelée psychologie archétypale. Ses intérêts se sont détachés progressivement de la pratique clinique pour développer une approche plutôt philosophique qu'il définit comme éco-psychologique. Ses derniers livres, comme Le code caché de votre destin ou La force du caractère, ont eu beaucoup de succès auprès du grand public, Hillman se servant largement des médias pour faire connaître ses idées. L'élément central de la psychologie archétypale, créée par Hillman donc, est l'analyse et l'utilisation des mythes anciens pour redétecter et redécouvrir l'importance et les manifestations des archétypes dans le monde contemporain. Jung a écrit « Les dieux sont devenus nos maladies ». Et l'argumentation d'Hillman à ce sujet est que l'époque moderne redécouvre l'âme du monde par la voie de la pathologie. Son œuvre offre plusieurs possibilités d'analyse, qu'elles concernent le monde clinique ou celui du social. Sans rentrer dans les détails de ces controverses qui nous amèneraient beaucoup plus loin que cette présentation, le rôle des archétypes et de leur analyse dans la cure est un point de divergence fondamentale entre les différentes écoles jungiennes. Je voudrais enfin terminer cette présentation en récapitulant l'intérêt que peut avoir la connaissance des archétypes et de ceux qui sont actifs en nous et dans la société quand nous ne sommes pas dans une cure analytique. En effet, connaître les modèles archétypaux individuels qui sont en jeu dans nos vies, au cœur de nos complexes, peut tout d'abord nous donner un aperçu de la manière dont nous opérons dans le monde et nous permettre ainsi de prendre conscience de notre soumission au sort commun des humains, même dans ce qui nous semble le plus difficile à vivre. Et il peut être très important quand on est confronté à des émotions qui nous bouleversent et qui nous entraînent dans des abîmes souvent négatifs, de se rendre compte que c'est le sort commun de l'humanité et que nous ne sommes pas seuls avec ces émotions. Ensuite, nous pouvons repérer, grâce aux archétypes, les schémas récurrents qui se produisent dans nos vies et nos rêves et qui forment la base de nos complexes, qui peuvent s'autonomiser sous l'emprise de certaines émotions à fonction de déclencheurs. Ce sont les moments où nous avons des réactions que nous ne reconnaissons pas et nous nous disons « mais c'est pas moi ça ». C'est en général quand un complexe fondé sur un archétype est à l'œuvre. La connaissance des archétypes nous donne également un aperçu des principaux défis et choix que chacun des modèles archétypaux apporte dans nos vies. Et nous pouvons ainsi repérer les domaines de notre vie dans lesquels nous nous sentons coincés et de la même façon quelles pourraient être les portes de sortie, souvent le pôle opposé de l'archétype. Dans le domaine interpersonnel, nous pouvons aussi repérer les relations avec les autres et les projections auxquelles nous avons souvent recours.
En bref, nous permettre de faire des choix plus conscients et plus éclairés, et nous permettre de décrypter aussi les ressorts utilisés pour nous amener à faire certains choix économiques ou politiques, et devenir ainsi des citoyens et des consommateurs plus conscients. Accessoirement, et nous l'avons effleuré en regardant les images du film, nous pouvons, en comprenant le jeu des archétypes, repérer et apprécier les ressorts des fictions que nous aimons.